pour une fois c'est moi qui n'active pas le micro, pour être bien clair sur une de vos de ce que j'ai entendu de vos analyses sur la capacité peut-être pour les conflits d'intérêts, pardon, les pantouflages et compagnie, d'établir la difficulté d'établir une liste de pays, de différents statuts de pays avec lesquels il serait possible ou pas, ce qui est bien compris, de travailler, d'offrir des prestations de conseil selon l'hostilité de ce pays ou le caractère d'allié de ce pays. Ce qui m'étonne, c'est parce que c'est pas la première fois aussi que cette difficulté est posée, c'est que la France, on connaît qui sont nos alliés, qui ne sont pas nos alliés. Il y a des traités d'ailleurs qui caractérisent et qui matérialisent l'état des relations diplomatiques ou d'alliance ou de non-alliance. Et à défaut de faire une liste négative, c'est une liste de pays négatifs disant sont hostiles, on pourrait très bien établir une liste de pays qui sont reconnus comme alliés, soit parce qu'ils sont dans un traité, effectivement le traité de l'Union européenne, soit qu'ils sont dans des instances européennes liées à l'Union européenne, la Suisse, la Norvège, enfin, des pays de ce type, Royaume-Uni évidemment, soit vous l'avez caractérisé l'OTAN, alors là c'est un peu plus, c'est moins peut-être évident que l'Union européenne, mais enfin c'est encore un traité qui est matérialisé et qui est ancien, donc où ce sont des relations anciennes. Donc j'entends la difficulté diplomatique d'établir une liste, en particulier peut-être une liste négative, mais c'est vrai que je voudrais avoir peut-être une analyse plus détaillée sur la difficulté qu'il y aurait à établir une liste positive, sachant qu'on connaît quand même très bien qui sont nos alliés et par ailleurs quand même des démocraties. J'avais mentionné, Monsieur le Président, effectivement, d'ailleurs, cette difficulté. Je me rends compte qu'elle est, elle est importante. Même, je dirais, d'une certaine manière, je suis assez rigoureux. J'aurais préféré même d'ailleurs qu'une interdiction beaucoup plus générale, si je voulais dire le fond de ma pensée, notamment pour des anciens hauts fonctionnaires civils et militaires, ou des personnalités qui ont été dépositaires à un moment de l'autorité publique. Je serais assez favorable à une liste assez large. Maintenant, si l'on cherche à trouver les critères, je pense qu'effectivement, l'existence d'une alliance avec la France, ou le fait voilà, d'être membre, pour un pays membre d'une alliance à laquelle la France appartient, le cas des 3 institutions que vous avez citées, me paraît effectivement un bon critère. Maintenant, je pense que ce critère peut être combiné également avec l'existence d'autres, doit être combiné avec d'autres. Est-ce qu'il devrait être interdit pour un responsable français de travailler pour une société japonaise, qui est une grande démocratie, voilà, avec la Corée du Sud, pour prendre un autre exemple. Il y a beaucoup d'autres pays, je ne vais pas les citer tous, mais je pense que la question peut se poser. Après, vous avez même, je dirais, dans le cadre d'un travail d'une personnalité, ancien haut fonctionnaire ou ancien élu, avec des États autres, même alliés, même les États-Unis, ou même Israël, même, enfin, je veux dire, des pays voilà, qu'on peut ou non apprécier, mais enfin, qui sont quand même, enfin, je peux parler d'Israël maintenant où il y a quelques difficultés, mais qui sont quand même des démocraties malgré tout, ou le Canada, etc. Vous pouvez avoir un certain nombre de pratiques qui, en tant que telles, peuvent être mises en cause. Est-ce que, par exemple, travailler pour une société de sécurité, même américaine, même canadienne, ou une société qui travaille dans le secteur de la défense de manière beaucoup plus large, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être véritablement approuvé? Est-ce que pour un ancien militaire, par exemple, un ancien général, un général de 2e section, le fait de travailler à un moment comme conseil d'une grande société d'armement, même d'un pays démocratique, autre que la France, est-ce que c'est véritablement quelque chose qu'il faut encourager ou souhaiter? Je pose, je n'ai pas de réponse, hein, je pose la question. Ou travailler pour une société qui était un peu sur la sellette de sécurité israélienne. Est-ce que c'était véritablement quelque chose qui paraît raisonnable ou souhaitable? Je suis assez rigoureux sur les questions, enfin à titre personnel, c'est une conviction politique, assez rigoureux sur les questions d'encadrement. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion. Mais il est certain que pour des États qui ont agressé un allié et qui sont en tout cas, alors pas nécessairement directement en guerre, nous ne sommes pas, comme le répète le président de la République, en guerre avec la Russie, d'ailleurs on ne déclare plus la guerre aujourd'hui, mais nous sommes quand même dans une forme de guerre. Pour moi, c'est quand même notre guerre, et nous sommes d'une certaine manière, moralement ou politiquement, en guerre avec la Russie, même si nous ne sommes pas militairement. Je pense que là, la question se pose. Et quand vous avez des régimes qui sont, pour prendre un critère qui est plutôt proche de celui de ce qu'on appelle les lois Magnitsky,
des régimes qui violent régulièrement les droits de l'homme, ce qui est le cas aussi, pas uniquement de la Russie, mais je sais pas, de la Corée du Nord, de la Turquie, de la Chine, de la Syrie. Bon, on pourrait multiplier malheureusement les exemples aujourd'hui. Je pense que ça fait partie des critères certainement à prendre en compte. Comment le faire de manière rigoureuse, c'est-à-dire juridiquement imparfaite, sans passer évidemment par un risque de discrimination. D'ailleurs, que s'il y avait une loi votée, que le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement, je dirais, trouver non conforme. Voilà, je pense qu'on a ces questions, mais ne rien faire, je pense que c'est l'alibi, c'est un alibi facile. Je pense qu'on doit trouver effectivement quelque chose. Oui, sur ce sujet, s'agissant des hauts fonctionnaires, il y a un conseil de déontologie. Alors, je ne dis pas que c'est parfait. Et on a vu récemment qu'il y avait quelquefois des bugs, entre guillemets, mais voilà, la réflexion est engagée dans cette maison, comme dans d'autres maisons d'ailleurs, sur ce qui pourrait être fait pour renforcer la déontologie, au sens très très large, pour un certain nombre d'acteurs, effectivement, qui souhaiteraient entamer une seconde vie professionnelle et ou personnel. Je profite du fait d'avoir le micro peut-être pour revenir sur ce monde nouveau dans lequel nous sommes entrés depuis le 24 février de l'année dernière, et donc l'agression russe en Ukraine. Ça a incontestablement mis à mal, me semble-t-il, la capacité pour le Kremlin à trouver aussi aisément qu'avant des relais, des vecteurs de propagation de ces messages, etc., même si tous les relais et tous les vecteurs de propagation des messages n'ont pas disparu, loin de là. Et on en a vu, vous avez fait écho à cela, se répandre allègrement sur des plateaux de télé, écrire dans des blogs, etc. Mais enfin, il me semble quand même qu'il y a, vu la manière dont évoluent nos opinions publiques, quelques difficultés, en tout cas au sein du personnel politique, à trouver toujours aussi facilement des relais, incontestablement, depuis l'agression militaire. Du coup, est-ce que vous êtes aussi celui qui a fondé et qui continue à animer et à diriger le site et le média, entre guillemets, Desk Russie. Et d'ailleurs, j'encourage toute personne qui s'intéresse à l'actualité en russe et à l'actualité en Russie et ce qui tourne autour des enjeux géopolitiques actuels à aller régulièrement sur Desk Russie. Et donc, justement, avec votre expertise, votre recul, est-ce que vous pensez que la Russie a maintenant... compte tenu de cette éventuelle difficulté à trouver, à passer ces messages, développer une stratégie plus agressive, différente. On ne peut plus être dans la propagande douce. Ou alors on passe du stade de la propagande douce à la propagande sournoise, mais avec peut-être des violences et des moyens différents, des moyens qui ne sont plus soft, qui sont hard. Je crois, Madame la rapporteure, qu'il y a plusieurs éléments. Alors, peut-être rapidement, juste sur la question de la déontologie, parce que c'est un sujet important. Je pense, mais il faudrait vérifier, que la commission de déontologie se réunit dans le cas où un ancien haut fonctionnaire passe dans le secteur privé ou à des activités privées, dans un délai, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, ou après la cessation de fonction. Mais si quelqu'un à des activités autres, à 5 ans par exemple, après avoir quitté ses fonctions anciennes, je ne crois pas, mais point à vérifier juridiquement, je ne crois pas effectivement que la commission de déontologie ait à se prononcer. Et c'est quand même, vu un certain nombre de personnalités, je dirais souvent dans ce cas-là qu'on se trouve. Peut-être préciser, excusez-moi, sur Desk Russie. Sur Desk Russie, j'en suis effectivement le cofondateur et l'ancien directeur. J'ai quitté ses fonctions de directeur il y a juste 2 semaines, pour des raisons, tout en restant membre du conseil d'administration de l'association qu'il gère et sympathisant, etc. Mais pour des raisons vraiment de charge d'emploi du temps, voilà. Donc mais je suis très content d'avoir lancé, en tout cas, contribué à lancer, pas le seul, loin s'en faut, avec notamment la directrice de la rédaction Galia Ackerman, ce média, effectivement, que je pense effectivement a trouvé sa place. Sur la question des actions effectivement de la Russie, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que certaines de celles que nous évoquions tout à l'heure, notamment la question de la déstabilisation, souffler là où ça fait mal,
pousser tous les mouvements de contestation, répandre la discorde. Tout ça existe vraiment toujours. Ça, c'est quelque chose de très frappant. Je pense que, effectivement, comme vous le dites, un certain nombre de propagandistes durs, on ne les voit plus tellement sur les chaînes de télévision classiques. On les voit toujours sur un certain nombre de médias que j'ai évoqués. Mais cette propagande n'a pas disparu, et surtout pas la propagande douce. Quand vous voyez un certain nombre de personnes répondre à un certain nombre d'idées, je dirais, sur, en gros, il faut aujourd'hui, prenons un récit très doux, faire la paix avec la Russie, il ne faut plus armer l'Ukraine, il faut s'allier très vite vers des négociations de paix, etc. Ou des discours qui continuent à reprocher à l'Union européenne ou à l'OTAN 1000 mots, le discours de M. Guénaud, par exemple, Henri Guénaud, que je connais bien. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même aussi le discours de M. Klarsfeld, voilà, également, Arnaud, bien sûr, soyons parfaitement clairs, le prénom importe dans ce cas, voilà, voilà, mais il a été désavoué par sa famille du petit-fils du général de Gaulle, enfin, on pourrait donner d'un certain nombre également parfois de militaires ou d'autres intervenants sur des médias. Vous voyez qu'elle n'a pas complètement... Alors, elle ne prend pas... Plus personne quasiment, sauf des gens vraiment extrêmes, d'ailleurs plutôt en Russie, ou sur des chaînes vraiment très extrêmes, où des petits blogs ne vont reprendre toute cette propagande, je dirais, sur en fait, l'Ukraine est responsable, la Russie n'a rien fait. Bon, non, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus subtil. Et je trouve que ce discours-là, vous avez même eu, je dirais, un ancien, au début de la guerre, un ancien général qui était patron du renseignement militaire français, dire il ne faut pas armer l'Ukraine parce que ça va accroître les souffrances du peuple ukrainien. Ce qui, à mon avis, est un discours, personnellement, moralement, je juge un peu nauséeux, mais qui est quand même d'abord un discours aussi de propagande. Quand vous savez que ce général était membre d'une des officines qui répand le plus les narratifs pro-russes, pro-Assad, qui était le Centre français de renseignement, fondé par un certain M. Éric Denessé. Aussi, prenez... Alors, si vous avez à retrouver, prenez les membres du sous-conseil d'orientation et, ce qui est beaucoup plus intéressant, ceux qui, quand même, aujourd'hui, ont vu que ce n'était pas très présentable, ceux qui en ont démissionné et qui l'étaient. Parfois, regardez, parce que vous avez parfois des opérations, vous avez aussi parfois des opérations de blanchiment de réputation. Soyons parfaitement clairs. Hein, des gens qui sont, vous savez, comme les résistants de juin 1944 par rapport à ceux qui l'étaient en 1940. Je le dis d'autant plus que j'avais des parents qui étaient résistants en 1940. Et donc, voilà, je pense que on peut voir, quand on observe les choses, on peut voir les choses. Et certains essayent d'effacer les traces de leurs interventions sur Russia Today, sur Sputnik. Ceux qui observent la scène depuis longtemps, alors qu'ils vont avoir des discours pour l'instant un peu plus doux, mais qui vont reprendre après, probablement, le cours ancien, si les choses évoluent dans un certain sens. Donc, faisons très attention. Je vous enverrai ce que j'avais écrit déjà il y a un certain temps, que j'ai un peu actualisé sur les questions, effectivement, de propagande douce. Je dis attention aux récits. Et parfois, vous savez, vous avez des personnalités qui, sans le savoir, le reprennent, sans le vouloir, y compris des personnalités éminentes. Et je ne sais pas d'où ça vient. Pour dire que parfois, cette propagande, quand on retrouve... Je vais vous donner un exemple. Je le dis d'autant plus que j'ai vraiment pas du tout... Donc, je connais quand même un peu. Je pense que c'est certainement pas quelque chose qu'il a inventé. Il ne s'est certainement pas rendu compte de la portée de ce qu'il disait. Le président de la République, lorsqu'il a reçu M. Poutine à Brégançon en 2019, a repris une phrase qui était « l'Europe de Lisbonne à Vladivostok ». Non pas de l'Atlantique à l'Oural, hein. C'était plus classique, connu, référence est connue, mais de Lisbonne à Vladivostok. Et cette phrase, en fait, elle a été forgée par l'un des pères de l'eurasianisme, qui s'appelle Alexandre Douguin. Et ce titre, l'Europe à Vladivostok, était le titre d'un article de Vladimir Poutine, paru dans un journal allemand, la Süddeutsche Zeitung, en 2010. Je ne sais pas pourquoi, et encore une fois, le président de la République ne le savait certainement pas d'où venait, je peux le garantir, j'en suis totalement certain, mais pourquoi cette expression, à un certain moment, s'est retrouvée dans sa bouche? Pour moi, c'est un mystère, je ne l'ai pas élucidé, je ne lui ai pas posé la question, je devrais peut-être, lui, je ne me souviens sans doute pas,
Mais voilà, ça fait partie des mystères assez curieux. C'est-à-dire que de temps en temps, même quand vous savez, le président de la République a évoqué les peuples frères, il n'a pas inventé non plus. Mais les peuples frères, parlant de la Russie et de l'Ukraine, c'est un discours qui est celui de la propagande de la Russie. Quand vous parlez de cela à un Ukrainien et à n'importe quelle personne qui a un peu étudié l'histoire, pour la question également, je ne sais pas si Madame Vessier l'a évoqué, enfin, ou d'autres pourraient le dire aussi, c'est un discours qui est un discours de propagande. Pourquoi est-ce que le président de la République, qui n'a pas inventé cela, et sans le savoir, il ne se rendait pas compte, encore une fois, aucun procès d'intention pour le président, a repris ce type de discours? Voilà. Je pose des questions. Et je trouve que parfois, vous avez des éléments, je le dis clairement, qui sont des éléments troublants, qui montrent que, sans que les gens le veuillent, et la position du président de la République est très ferme vis-à-vis de la Russie, je n'ai pas de doute là-dessus, qui peuvent involontairement, pour dire la pénétration de ces discours parfois, auprès des cercles qu'on ne peut pas suspecter, je dirais, d'affinité ou d'amitié avec le régime actuel. Madame la rapporteure, vous avez un commentaire ou pas? Parce que je vous vois réagir. Donc Oui, dites-le, oui, dites-le. oui, parce que ça ne se voit pas. Qu'on me le reproche Ce que pas. l'on fait comme geste quand on ne parle pas. Oui, voilà, je serais extrêmement réservée quand voilà, à accorder voilà, de l'intérêt, pardon, hein, je le dis comme je le pense, à ce que vous venez de dire. Voilà, je ne confonds pas ceux qui peuvent éventuellement être à l'insu de leur plein gré les idiots utiles de la propagande du Kremlin et puis le chef de l'État. Je vois tout à fait. Le sujet, c'est plus que si ces discours existent, ça nuit à notre image et à notre politique étrangère. Moi, c'est ça que je vois. Et c'est qu'après, d'ailleurs, on a vu surtout sur les peuples frères, hein, pas tellement sur le premier exemple que je citais, ça a été extrêmement mal vécu par nos alliés ukrainiens qui n'ont pas compris. Parce que c'était tellement caractérisé. Et pour ça que j'ai vraiment une question, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de doute, c'est effectivement, bien sûr, tout à fait à son insu, et il ne s'est pas rendu compte, je pense, de la portée que ça pouvait avoir. Mais voilà, c'est juste pour essayer de dire qu'il y a des récits, et je fais très attention aux récits, que ce soit aussi sur la Syrie ou sur la Chine ou sur d'autres pays. Et je pense que la manière dont ces récits, ces discours sont articulés à un certain moment sur la place publique pose des problèmes extrêmement sérieux. Et que quand je parlais de propagande douce, c'est que vous avez tous ces récits qui petit à petit sont diffusés, qui sont repris voilà, de manière assez régulière. Oui, je vous en prie, monsieur le vice-président. Moi, dernière question, parce que ces derniers échanges me confie un peu dans une question que j'hésitais à vous poser depuis un certain temps. Si on essaie vraiment d'être rigoureux dans l'analyse, justement, pour bien débusquer ce qui relève de l'ingérence hostile et ce qui relève de l'opinion des uns et des autres, mais y compris des opinions qui peuvent, sur le moment, nuire d'ailleurs à notre politique étrangère, comme vous voulez le dire, mais ce sont des opinions, de bonnes ou mauvaises. Les derniers conflits mondiaux ont aussi donné lieu à des débats avec des positions complètement, parfois, qui ont mené à catastrophe nationale et qui n'étaient pas forcément liées à la propagande allemande ou des forces de l'Axe ou d'autres, qui étaient juste des opinions mal informées, infondées, fondées sur des fantasmes. Bref, tout un tas d'explications que les historiens ou que Marc Bloch a expliqué de 100 fois. Il y a plein d'explications qui ne sont pas liées à juste l'ingérence, même si l'ingérence existe, et c'est d'ailleurs l'objet de cette commission, et nos travaux, je pense, se passent d'ailleurs vraiment très bien pour essayer de définir ce qui se passe et comment on peut lutter contre. La propagande douce, vous voyez, j'entends ce concept, mais j'aimerais qu'on revienne dessus. Je trouve que c'est quand même très difficile là d'établir, d'ailleurs on l'a vu, enfin en tout cas je l'ai perçu moi comme tel dans l'échange qui s'est produit avant ma prise de parole, c'est que il existe aussi dans la culture européenne, en particulier des élites européennes, un certain nombre de concepts, en l'occurrence la place de la Russie ou non, ou des puissances, ou différents peuples d'Asie sur la frontière, ce qui détermine la frontière entre l'Europe et l'Asie, pour essayer de rester le plus neutre possible, est un débat ancien qui existait déjà au temps moderne, qui existe au moment des Lumières, et qui est, même si la formule que vous avez évoquée, évidemment, a l'origine que vous avez évoquée, c'est une analyse qui dépasse
le simple fait de cette personne. Il y a comme des concepts qu'on lit à des personnalités, parfois c'est leur faire bien grand honneur, bien grand honneur. Il y a des concepts qui dépassent dans le temps et l'espace des personnes, y compris mal intentionnées. Donc on peut reprendre, y compris le président de la République, des formules, je ne vais pas le défendre, mais juste qui sont dans la culture européenne. Et j'en parlais d'ailleurs, et je trouve ça intéressant de poser la même question à différents interlocuteurs, justement, pour voir la différence d'analyse. Moi, quand j'étais étudiant, à Sciences Po, qui n'est pas une officine russe, hein, bon, on nous apprenait des concepts qui aujourd'hui semblent faux sur la culture de l'Ukraine, à l'est de l'Ukraine, des peuples russophones qui seraient allogènes à la Russie, et c'était présenté comme des choses. Voilà, vous arrivez à votre cours, vous vous installez, vous écoutez quelqu'un qui vous explique ça, vous entendez cela, et ça sédimente dans votre esprit sans que vous posiez spécialement de questions, puisque vous êtes dans une position d'auditeur, d'élève, par rapport à des autorités académiques diverses qui s'expriment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez cité un certain nombre de personnalités qui ne sont d'ailleurs pas spécialement de ma famille politique, comme M. de Villepin ou M. Védrine, dire qu'il reprend des éléments. Alors, vous avez évoqué un autre cas pour M. Védrine, donc mais sur le fait qu'il propose une autre vision, par M. de Villepin, sa vision, je ne vais pas parler à sa place, mais sa vision du monde est relativement stable, je crois, depuis des années, qu'il est un personnage public. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une inflexion, mais je peux me tromper, hein, mais de mon point de vue, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une inflexion caractérisée. Et donc la différence entre ce qui relève de la propagande douce qui peut exister, moi je ne dis pas du tout que c'est un concept faux par nature, mais je trouve que c'est très compliqué pour nous, et peut-être pour vous, vraiment de caractériser ce qui relèverait d'une propagande douce, de la taqia, ou d'une forme de taqia, pour prendre un mot que maintenant que beaucoup de gens connaissent, et ce qui relève juste de la liberté d'opinion, de courant, en particulier en France d'ailleurs, politique, que ce soit à gauche d'ailleurs ou à droite, puisque pour le coup ça travaille même au centre, puisque vous avez cité M. Pozzosi-Borgo qui vient de l'hypercentre, je veux dire, bon, même s'il n'y est plus du tout, hein, je ne fais pas la différence, mais il en vient, sa famille politique c'est celle-là. C'est des courants politiques qui sont en France anciens, et c'est pas parce qu'il y a un moment où il y a effectivement une invasion d'un pays, une rupture totale de l'ordre international, que ces courants politiques changent d'avis. Ouais. C'est vraiment la différence que j'essaie de concevoir, que j'essaie de comprendre. Je vais essayer de répondre à votre question. Je crois que Mme Genetet voulait aussi poser une question, j'ai vu. Je pense qu'il y a... Enfin, en fait, il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il y a eu, mais ça c'est un sujet d'analyse, je pense qu'il y a eu, de la part d'un certain nombre d'intellectuels, de professeurs, y compris de personnes qui avaient une certaine expertise sur la Russie, notamment, du grand public, des universitaires, il y a eu un certain nombre de confusions et probablement d'angles morts. Je pense que tout l'aspect de, entre guillemets, la grande culture russe, qu'on appelle comme ça, a parfois aveuglé un certain nombre d'esprits. Cette grande culture russe, d'ailleurs, qui est assez récente, hein, qui est quand même beaucoup plus récente que la culture française ou italienne ou britannique ou germanique aux gens. C'était pas allemand à l'époque, mais enfin bon, je pense que voilà. Et que même par rapport d'ailleurs à la culture ukrainienne, la culture russe est plus récente, mais bon, peu importe d'ailleurs dans l'histoire du conflit, ça n'a, à mon avis, justement rien à voir, parce que précisément, ce dont on parle, ce sont des régimes. Et que vous avez eu une sorte de romantisme un tout petit peu rose à un certain moment qui a envahi les meilleurs esprits sur la Russie et qui ont vu cette espèce de Russie éternelle, comme aurait dit le général de Gaulle, avec les pratiques réelles. Le général de Gaulle, d'ailleurs, qui n'était pas tendre vis-à-vis de l'Union soviétique par ailleurs, contrairement à une légende qu'on essaye de faire croire. Une pratique réelle du pouvoir. Et je pense que ça a été un peu une sorte de dissimulation. Qu'ensuite, vous avez eu un biais intellectuel, mais ça me prendrait longtemps de l'exposer, qui, à mon avis, est lié à une forme de culturalisme ou de naturalisme, je dirais, politique, qui consistait à considérer qu'il y avait une sorte d'âme russe, voire d'âme slave, comme s'il y avait une sorte de slavité naturelle. Et je pense que tous ces discours, y compris d'ailleurs sur l'âme française ou l'âme allemande ou l'âme je ne sais quoi, à mon avis, est un discours porteur de ce type de récit de légitimation. Et qu'on n'a pas vu derrière, effectivement, le discours profond qu'il y avait et la réalité profonde du régime. Donc les gens ont imaginé qu'en fait, ils traitaient, y compris ceux qui ont discuté avec la Russie pendant des décennies, y compris du temps de l'URSS avant,
qu'il traitait avec une sorte d'entité immuable. Et comme le disait très bien Raymond Aron, déjà dans un essai en 1965 de mémoire, ou 68, enfin, à l'époque de l'Union soviétique par définition, évidemment en 83, il disait, mais imaginez que si à l'époque il n'y avait pas eu quelque chose comme l'Union soviétique, ben, la politique russe à l'époque aurait été complètement différente. De même que s'il n'y avait pas eu, et il n'était pas nécessaire, ce n'était pas une fatalité de l'histoire qu'il y ait un jour un président qui s'appelle M. Vladimir Poutine, on aurait eu une politique complètement différente. Et je pense que ça a été un récit. Alors, ce qui est intéressant, pour plus précisément votre question, en quoi, effectivement, cette propagande russe, qui est fondée sur des tas de schémas intellectuels, bon, j'ai écrit longuement là-dessus, je ne vais pas le détailler, ce n'est pas l'objet de cette commission, ou un intérêt intellectuel seulement, mais qu'est-ce qui permet de dire que derrière, vous avez quand même des sources de propagande? Ben, c'est là, on revient à des éléments matériels de fait. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de personnalités qui disent la même chose de manière régulière, c'est-à-dire que vous avez comme des constances, c'est-à-dire que l'observateur dont je suis ou d'autres voit un certain nombre de constances dans le discours. Constance, c'est-à-dire que vous avez le même discours répété par des personnalités différentes, en France, mais d'ailleurs aussi le même discours dans d'autres pays, des gens qui ont les mêmes types d'argumentaires. Quand ensuite vous voyez, c'est une sorte de faisceau d'indices, hein, comme on disait parfois, je dirais en droit ou en sciences politiques, que vous avez certaines de ces personnes qui ont quand même des contrats importants avec potentiellement, en tout cas, un certain nombre d'entités russes, enfin, ou dans d'autres cas chinoises ou azéries, ou que sais-je encore, bien sûr, et que ce sont ces mêmes personnes, qui peuvent être, dans certains cas, évidemment, anciennes personnalités politiques éminentes. Donc vous avez un certain nombre. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là tiennent exactement ce même discours qu'on retrouve partout, qui conduit à être un discours de légitimation? Alors elles ont le droit de le tenir, si elles le font par conviction. Dieu merci, c'est la liberté, nous sommes tous attachés. Mais si elles le font parce que derrière, il y a eu une incitation financière à le faire, ou qu'il y a une relation d'affaires et que ces personnes craignent de perdre des contrats qu'ils ont dans ce pays, dans d'autres cas, y compris certains cas peut-être que vous avez évoqués, là, nous avons effectivement un problème tout à fait sérieux. Et donc, c'est la conjonction, ce n'est pas le discours en tant que tel. C'est important de le repérer, parce qu'à partir du moment où vous avez une personnalité qui tient ce discours, de manière répétée, régulière, vous pouvez avoir une forme de présomption. Non pas de culpabilité, puisqu'encore une fois, les choses ne sont pas coupables nécessairement, mais une présomption, en tout cas, d'ingérence ou en tout cas de proximité. Voilà. Et à partir de là, il s'agit de vérifier. Merci pour cette précision. Madame Genté, vous avez une question? Alors, je voulais surtout, au terme de cette très longue et riche